Bonsoir à tous, bonsoir 64 Olise, bonsoir. Bonsoir Jeanne Moret, comment tu vas? Des barres de te voir là. Bon, t'arrives un peu à la fin du stream puisque c'est la dernière lecture, je pense que tu vas rien capter. Mais c'est cool de me faire un petit coucou. Oh, il y a eu un petit moment de flou. On assiste enfin à la dernière lecture de la soirée, vous rendez-vous compte? C'est fou. J'arrive pas à me rendre compte moi-même qu'on en est déjà là. Je sens qu'il y a un problème avec le micro. Non, c'est bon, normalement tout est ok. Tout est ok. Incroyable, on commence un stream avec zéro problème. Je suis presque à l'heure. Mais que demande le peuple? Donc comme d'habitude, on va commencer dans 5 minutes, je pense, avant le début du stream. Mais n'hésitez pas à discuter entre vous pendant qu'on attend un peu tout le monde pour éviter les retardataires, parce qu'il y a toujours des retardataires. Est-ce que Sauvage Charo va être retardataire aujourd'hui? On ne le sait pas encore. Où est-ce qu'on s'était arrêté encore? Je vais vous faire le petit résumé de la semaine passée pour vous donner une idée pour ceux qui débarquent. Alors, donc on s'était arrêté à la page 283 du format folio des mémoires d'Adrien avec un S. Est-ce que j'ai changé le nom du titre d'ailleurs? Ouais. Et on s'était arrêté à un moment où... attendez. Je sais plus trop. Je me rappelle qu'il y a eu la guerre donc avec les Juifs et ensuite il a choisi son successeur. Oui, c'est ça. En fait, il a choisi son successeur et ça a entraîné un peu des conflits d'intérêts avec ses anciens ennemis. Et donc, il a décidé de les éradiquer. Et la seule personne qui a, comment dirais-je, évité donc de se faire tuer, c'est le cousin ou le beau-frère de sa femme, de sa sœur, pardon, qui lui est resté hors. Non, au contraire, c'est le seul qui a été tué en plus de vraiment des personnes concernées parce qu'il faisait trop le mariole, quoi, en gros. Et là, je sais pas où est-ce qu'on va en arriver parce que finalement, c'est le passage du pouvoir à un autre protagoniste. Donc, est-ce que il va continuer à parler de lui? Est-ce qu'il va présenter son successeur? Est-ce qu'il va revenir sur un temps de narration et donc revenir sur son lit de mort et voir comment il évolue à la fin de ce texte? J'imagine que ça va être ça et donc on va terminer sur une fin assez dramatique et larmoyante. C'est ce que j'imagine, c'est l'hypothèse que je fais. Après, on en est à peut-être une dizaine de pages avant la dernière partie, il me semble. Même pas, à un chapitre avant la dernière partie. Donc quand on arrivera à la dernière partie, je vous expliquerai un peu qu'est-ce que signifient les termes latins et qu'est-ce que sont censés représenter les termes qui donc nomment cette dernière partie. Toujours un peu difficile les débuts du stream, j'ai du mal à parler, à m'exprimer, mais j'espère que vous êtes toujours aussi attentifs et que vous êtes toujours aussi... comment dirais-je, excité à l'idée de savoir la suite des mémoires d'Adrien. Vous vous rendez compte quand même que là, en l'espace d'une semaine, on a presque terminé un des classiques du genre qui vont accompagner peut-être des centaines de milliers d'étudiants cette année. C'est vraiment cool de se mettre dans la même émotion et dans la même énergie que des personnes qui passent un examen aussi important. J'espère que les rediffs d'ailleurs, vous serez contents de ces lectures. Et sur ce, on va commencer tout de suite cette lecture. Alors... Donc pour ceux qui suivraient avec le format papier, on en est au dernier chapitre de la partie qui s'intitule Disciplina Augusta. Au printemps, la santé de Lucius commença à m'inspirer des craintes assez graves. Un matin, à Tibur, nous descendîmes après le bain à la palestre où Célère s'exerçait en compagnie d'autres jeunes hommes. L'un d'eux proposa une de ces épreuves où chaque participant court armé d'un bouclier et d'une pique. Lucius se déroba comme à son habitude. Il céda enfin à nos plaisanteries amicales. En s'équipant, il se plaignit du poids du bouclier de bronze. Comparé à la ferme beauté de Célère, ce corps mince paraissait fragile.
Je crois que Lucius, c'est son successeur, justement. Au bout de quelques foulées, il s'arrêta hors d'haleine et s'effondra crachant le sang. L'incident n'eut pas de suite, il se remit sans peine. Mais je m'étais alarmée. J'aurais dû me rassurer moins vite. J'opposais aux premiers symptômes de la maladie de Lucius la confiance obtuse d'un homme longtemps robuste, sa foi implicite dans les réserves inépuisées de la jeunesse, dans le bon fonctionnement des corps. Il est vrai qu'il s'y trompait aussi. Une flamme légère le soutenait, sa vivacité lui faisait illusion comme à nous. Mes belles années s'étaient passées en voyage, au camp, aux avant-postes. J'avais apprécié par moi-même les vertus d'une vie rude, l'effet salubre des régions sèches ou glacées. Je décidai de nommer Lucius gouverneur de cette même Pannonie où j'avais fait ma première expérience de chef. Souvenez-vous, il a commencé sa carrière avant de devenir empereur comme chef de l'armée. Enfin, chef de l'armée. Oui, c'est ça, comme chef des armées. La situation sur cette frontière était moins critique qu'autrefois. Sa tâche se bornerait aux calmes travaux de l'administrateur civil ou à des inspections militaires sans danger. Ce pays difficile le changerait de la mollesse romaine. Il apprendrait à mieux connaître ce monde immense que la ville gouverne et dont elle dépend. Il redoutait ces climats barbares. Il ne comprenait pas qu'on pût jouir de la vie ailleurs qu'à Rome. Il accepta pourtant avec cette complaisance qu'il avait quand il voulait me plaire. Tout l'été, je lus soigneusement ses rapports officiels, et ceux plus secrets de Domitius Rogatus, homme de confiance que j'avais mis à ses côtés en qualité de secrétaire chargé de le surveiller. Ces comptes rendus me satisfirent. Lucius, en Pannonie, sut faire preuve de ce sérieux que j'exigeais de lui et dont il se fut peut-être relâché après ma mort. Il se tira même assez brillamment d'une série de combats de cavalerie aux avant-postes. C'est malheureux, mais le seul moment où il n'y a pas de bruit, c'est quand Cyrus déclenche. J'ai tellement hâte de changer d'ordi. Lucius, en Pannonie, sut faire preuve de ce sérieux que j'exigeais de lui et dont il se fut peut-être relâché après ma mort. Il se tira même assez brillamment d'une série de combats de cavalerie aux avant-postes. En province comme ailleurs, il réussissait à charmer. Sa sécheresse un peu cassante ne le desservait pas. Ce ne serait pas au moins un de ces princes débonnaires qu'une coterie gouverne. Mais dès le début de l'automne, il prit froid. On le crut vite guéri, mais la toux réapparut. La fièvre persista et s'installa à demeure. Un mieux passager n'aboutit qu'à une rechute subite au printemps suivant. Les bulletins des médecins m'atterrèrent. La poste publique que je venais d'établir avec ses relais de chevaux et de voitures sur d'immenses territoires semblait ne fonctionner que pour m'apporter plus promptement chaque matin des nouvelles du malade. Je ne me pardonnais pas d'avoir été inhumain envers lui par crainte d'être ou de sembler facile. Dès qu'il fut assez remis pour supporter le voyage, je le fis ramener en Italie. Accompagné du vieux Rufus d'Éphèse, spécialiste de la phtisie, j'allais moi-même attendre au port de Bayel mon frère Aelius César. Le climat de Tibur, meilleur que celui de Rome, n'est pourtant pas assez doux pour des poumons atteints. J'avais résolu de lui faire passer l'arrière-saison dans cette région plus sûre. Le navire mouilla en pleine golfe. Une mince embarcation amena à terre le malade et son médecin. Sa figure hagarde semblait plus maigre encore sous la mousse de barbe dont il se couvrait les joues, dans l'intention de me ressembler. Mais ses yeux avaient gardé leur dur feu de pierre précieuse. Son premier mot fut pour me rappeler qu'il n'était revenu que sur mon ordre. Son administration avait été sans reproche. Il m'avait obéi en tout. Il se comportait en écolier qui justifie l'emploi de sa journée. Je l'installai dans cette villa de Cicéron où il avait jadis passé avec moi une saison de ses 18 ans. Il eut l'élégance de ne jamais parler de ce temps-là. Ah, ça veut dire qu'ils ont eu en fait une relation amoureuse auparavant. C'est pour ça qu'il y a eu des bruits qui couraient, qu'il avait choisi celui-là parce que c'était son favori. Les premiers jours parurent une victoire sur le mal. En soi-même, ce retour en Italie était déjà un remède. À ce moment de l'année, ce pays était pourpre et rose. Mais les pluies commencèrent. Un vent humide soufflait la mer grise. La vieille maison construite au temps de la République manquait des conforts plus modernes de la villa de Tibur. Je regardais Lucius chauffer mélancoliquement au brasero ses longs doigts chargés de bagues. Hermogène était rentré depuis peu d'Orient, où je l'avais envoyé renouveler et compléter sa provision de médicaments. Il essaya sur Lucius les effets d'une boue imprégnée de sels minéraux puissants. Ses applications passaient pour guérir de tout. Mais elles ne profitèrent pas plus à ses poumons qu'à mes artères. La maladie mettait à nu les pires aspects de ce caractère sec et léger. Sa femme lui rendit visite. Comme toujours, leur entrevue finit par des mots amers, et elle ne revint plus. On lui amena son fils,
Bel enfant de 7 ans, édenté et rieur. Il le regardait avec indifférence. Il s'informait avec avidité des nouvelles politiques de Rome, il s'y intéressait en joueur, non en homme d'État. Mais sa frivolité restait une forme de courage. Il se réveillait de longues après-midi de souffrance ou de torpeur pour se jeter tout entier dans une de ces conversations étincelantes d'autrefois. Ce visage trempé de sueur savait encore sourire. Ce corps décharné se soulevait avec grâce pour accueillir le médecin. Il serrait jusqu'au bout le prince d'ivoire et d'or. C'est malheureux parce qu'Adrien, il est entouré que de personnes qui meurent en plus jeunes. C'est le seul qui va survivre à tout le monde. Et je pense que ça va le plonger dans une profonde mélancolie. Déjà, je sais pas si vous vous souvenez de la souffrance que lui avait procuré la mort d'Antinoüs, sachant qu'il a aussi eu une relation avec celui-ci. Je doute pas qu'il va vraiment se sentir un peu comme maudit. Le soir, ne pouvant dormir, je m'établissais dans la chambre du malade. Célère, qui aimait peu Lucius, mais qui m'est trop fidèle pour ne pas servir avec sollicitude ceux qui me sont chers, acceptait de veiller à mon côté. Un râle montait des couvertures. Une amertume m'envahissait profonde comme la mer. Il ne m'avait jamais aimé. Nos rapports étaient vite devenus ceux du fils dissipateur et du père facile. Cette vie s'était écoulée sans grands projets, sans pensées graves, sans passions ardentes. Il avait dilapidé ses années comme un prodigue jette des pièces d'or. Je m'étais appuyée à un mur en ruine. Je pensais avec colère aux sommes énormes dépensées pour son adoption, aux 300 millions de sesterces distribués aux soldats. En un sens, ma triste chance me suivait. J'avais satisfait mon vieux désir de donner à Lucius tout ce qui peut se donner. Mais l'État n'en souffrirait pas. Je ne risquerais pas d'être déshonoré par ce choix. Tout au fond de moi-même, j'en venais à craindre qu'il allât mieux. Si par hasard il traînait encore quelques années, je ne pouvais pas léguer l'Empire à cette ombre. Sans jamais poser de questions, il semblait pénétrer ma pensée sur ce point. Ses yeux suivaient anxieusement mes moindres gestes. Je l'avais nommé consul pour la seconde fois. Il s'inquiétait de n'en pouvoir remplir les fonctions. L'angoisse de me déplaire empira son état. Je me redisais les vers de Virgile consacrés au neveu d'Auguste, lui aussi promis à l'Empire et que la mort arrêta en route. L'amateur des fleurs ne recevrait de moi que Dinane, je sais même pas ce que ça veut dire. Dinane, gerbe funèbre. C'est quoi encore ces sornettes? Alors, Inanne. Action qui ne sert à rien. Sa présence lors de la réunion était complètement inane. Développons notre vocabulaire avec ode à la joie. L'amateur de fleurs ne recevrait de moi que d'inânes gerbes funèbres. Il se crut mieux. Il voulut rentrer à Rome. Il s'y intéressait en joueur. Ah, excusez-moi, je me perds dans les phrases. Les médecins, qui ne disputaient plus entre eux que du temps qui lui restait à vivre, me conseillèrent d'en faire à son gré. Je le ramenai par petites étapes à la villa. Sa présentation au Sénat en qualité d'héritier de l'Empire devait avoir lieu durant la séance qui suivrait presque immédiatement la nouvelle année. L'usage voulait qu'il m'adressât à cette occasion un discours de remerciement. Ce morceau d'éloquence le préoccupait depuis des mois. Nous en limions ensemble les passages difficiles. C'est exactement la même chose à l'Académie française quand vous passez, donc quand vous remplacez un académicien, vous devez faire l'éloge de votre prédécesseur. Il y travaillait le matin des calendes de janvier quand il fut pris d'un soudain crachement de sang. La tête lui tourna, il s'appuya au dossier de son siège et ferma les yeux. La mort ne fut qu'un étourdissement pour cet être léger. C'était le jour de l'an. Pour ne pas interrompre les fêtes publiques et les réjouissances privées, j'empêchai qu'on ébruitât sur le champ la nouvelle de sa fin. Elle ne fut officiellement annoncée que le jour suivant. Il fut enterré discrètement dans les jardins de sa famille. La veille de cette cérémonie, le Sénat m'envoya une délégation chargée de me faire ses condoléances et d'offrir à Lucius les honneurs divins auxquels il avait droit en tant que fils adoptif de l'empereur. Mais je refusai. Toute cette affaire avait déjà coûté que trop d'argent à l'État. Je me bornai à lui faire construire quelques chapelles funéraires, à lui faire ériger çà et là des statues dans les différents endroits où il avait vécu. Ce pauvre Lucius n'était pas Dieu.
Il a vraiment de l'audace, le mec. Déjà, il a fait construire des palais dans toutes les villes pour son amant qui est mort. Par contre, pour son fils adoptif, d'un point de vue politique, il daigne même pas lui faire construire, lui faire une célébration officielle. Et il considère que Lucius n'est pas Dieu, alors que lui-même il se considère comme Dieu. L'orgueil d'Adrien ne cessera de me surprendre quand même. Hein. Cette fois, chaque moment pressait. Ah bah tiens, c'est le retour du papillon qui va nous faire chier. Nous qui pensions qu'il était mort. Que nenni. Cette fois, chaque moment pressait, mais j'avais eu tout le temps de réfléchir au chevet du malade, mes plans étaient faits. J'avais remarqué au Sénat un certain Antonin, homme d'une 50aine d'années, d'une famille provinciale, apparenté de loin à celle de Plotine. Il m'avait frappé par les soins à la fois déférents et tendres dont il entourait son beau-père, vieillard impotent qui siégeait à ses côtés. Je relus ses états de service. Cet homme de bien s'était montré dans tous les postes qu'il avait occupés un fonctionnaire irréprochable. Mon choix se fixa sur lui. « Bonsoir Ben Soussan, comment tu vas ?» Plus je fréquente Antonin, plus mon estime pour lui tend à se changer en respect. Cet homme simple possède une vertu à laquelle j'avais peu pensé jusqu'ici, même quand il m'arrivait de la pratiquer, la bonté. Il n'est pas exempt des modestes défauts d'un sage. Son intelligence appliquée à l'accomplissement méticuleux des tâches quotidiennes va qu'au présent plutôt qu'à l'avenir. Son expérience du monde est limitée par ses vertus mêmes. Ses voyages se sont bornés à quelques missions officielles, d'ailleurs bien remplies. Il connaît peu les arts. Il n'innove qu'à son corps défendant. Les provinces, par exemple, ne représenteront jamais pour lui les immenses possibilités de développement qu'elles n'ont pas cessé de comporter pour moi. Il continuera plutôt qu'il n'élargira mon œuvre, mais il la continuera bien. L'État aura en lui un honnête serviteur et un bon maître. Mais l'espace d'une génération me semblait peu de choses quand il s'agit d'assurer la sécurité du monde. Je tenais, si possible, à prolonger plus loin cette prudente lignée adoptive, à préparer à l'Empire un relais de plus sur la route des temps. À chaque retour à Rome, je n'avais jamais manqué d'aller saluer mes vieux amis, les verrues espagnols comme moi, l'une des familles les plus libérales de la haute magistrature. Je t'ai connu dès le berceau, petit Anius Verus, qui par mes soins t'appelait aujourd'hui Marc Aurèle. Durant l'une des années les plus solaires de ma vie, à l'époque que marque l'érection du Panthéon, je t'avais fait élire par amitié pour les tiens au Saint Collège des Frères Arval, auquel l'empereur préside, et qui perpétue pieusement nos vieilles coutumes religieuses romaines. Je t'ai tenu par la main durant le sacrifice qui eut lieu cette année-là au bord du Tibre. J'y regardai avec un tendre amusement ta contenance d'enfant de 5 ans, effrayée par les cris du pourceau immolé, mais s'efforçant de son mieux d'imiter le digne maintien des aînés. Je me préoccupais de l'éducation de ce bambin trop sage. J'aidais ton père à te choisir les meilleurs maîtres. Vérus, le vérissime, je jouais avec ton nom, tu es peut-être le seul être qui ne m'ait jamais menti. Je t'ai vu lire avec passion les écrits des philosophes, te vêtir de laine rude, coucher sur la dure astreinte de ton corps un peu frêle à toutes les mortifications des stoïques. Il y a de l'excès dans tout cela, mais l'excès est une vertu à 17 ans. Je me demande parfois sur quel écueil sombrera cette sagesse, car on sombre toujours. Serait-ce une épouse, un fils trop aimé, un de ces pièges légitimes, enfin, où se prennent les cœurs timorés et purs? Serait-ce plus simplement l'âge, la maladie, la fatigue, le désabusement qui nous dit que si tout est vain, la vertu l'est aussi? J'imagine à la place de ton visage candide d'adolescent, ton visage là de vieillard. Je sens ce que ta fermeté si bien apprise cache de douceur, de faiblesse peut-être. Je devine en toi la présence d'un génie qui n'est pas forcément celui de l'homme d'État. Le monde, néanmoins, sera sans doute à jamais amélioré pour l'avoir vu une fois associé au pouvoir suprême. J'ai fait le nécessaire pour que tu fusses adopté par Antonin. Sous ce nom nouveau que tu porteras un jour dans les listes d'empereurs, tu es désormais mon petit-fils. Je crois donner aux hommes la seule chance qu'ils auront jamais de réaliser le rêve de Platon, de voir régner sur eux un philosophe au cœur pur. Tu n'as accepté les honneurs qu'avec répugnance. Ton rang t'oblige à vivre au palais. Tibur, ce lieu où j'assemble jusqu'au bout tout ce que la vie a de douceur, t'inquiète pour ta jeune vertu. Je te vois errer gravement sous ces allées entrelacées de roses.
Je te regarde avec un sourire te prendre aux beaux objets de chair placés sur ton passage, hésiter tendrement entre Véronique et Théodore, et vite renoncer à tous les deux, en faveur de l'austérité, ce pur fantôme. Tu ne m'as pas caché ton dédain mélancolique pour ces splendeurs qui durent peu, pour cette cour qui se dispersera après ma mort. Tu ne m'aimes guère, ton affectation filiale va plutôt à Antonin. Tu flaires en moi une sagesse contraire à celle que t'enseignent tes maîtres, et dans mon abandon au sens une méthode de vie opposée à la sévérité de la tienne, et qui pourtant lui est parallèle. N'importe. Il n'est pas indispensable que tu me comprennes. Il y a plus d'une sagesse et toutes sont nécessaires au monde. Il n'est pas mauvais qu'elles alternent. Ça, c'est hyper humble, par contre, qui est juste ça comme ça. Il s'est permis de se créer une lignée de successeurs, donc sur plusieurs générations. Malgré tout, il n'a pas forcément choisi les gens, à la suite de son échec avec Lucius, il n'a pas choisi les gens pour leur intérêt et pour ce qu'ils comportaient pour lui, mais vraiment pour leur capacité à être juste et à être bon. Sans se préoccuper forcément que les gens aient la même opinion politique de lui ou que lui, pardon. Et je trouve que c'est quelque chose dont devraient peut-être s'inspirer les politiciens du moment avec ces élections qui approchent. Huit jours après la mort de Lucius, je me fis conduire en litière au Sénat. Je demandai la permission d'entrer ainsi dans la salle des délibérations et de prononcer mon adresse couchée, tenue contre une pile de coussins. Parler me fatigue. Je priai les sénateurs de former autour de moi un cercle étroit, pour n'être pas tenu à forcer ma voix. Je fis l'éloge de Lucius, ces quelques lignes remplacèrent au programme de la séance le discours qu'il aurait dû faire ce jour-là. J'annonçai ensuite ma décision. Je nommai Antonin. Je prononçai ton nom. J'avais tablé sur l'adhésion la plus unanime. Je l'obtins. J'exprimai une dernière volonté qui fut acceptée comme les autres. Je demandai qu'Antonin adoptât aussi le fils de Lucius, qui aurait de la sorte pour frère Marc Aurèle. Vous gouvernerez ensemble. Je compte sur toi pour avoir à son égard des attentions d'aîné. Je tiens à ce que l'État conserve quelque chose de Lucius. En rentrant chez moi, pour la première fois depuis de longs jours, je fus tentée de sourire. J'avais singulièrement bien joué. Les partisans de Servianus, les conservateurs hostiles à mon œuvre, n'avaient pas capitulé. Toutes les politesses faites par moi à ce grand corps sénatorial antique et suranné ne compensaient pas pour eux les 2 ou 3 coups que je lui avais portés. Ils profiteraient, à n'en pas douter, du moment de ma mort pour essayer d'annuler mes actes. Même mes pires ennemis n'oseraient récuser leur représentant le plus intègre et le fils d'un de leurs membres les plus respectés. Ma tâche publique était faite. Je pouvais désormais retourner à Tibur, rentrer dans cette retraite qu'est la maladie, expérimenter avec mes souffrances, m'enfoncer dans ce qui me restait de délices, reprendre en paix mon dialogue interrompu avec un fantôme. Mon héritage impérial était sauf entre les mains du puits Antonin et du grave Marc Aurèle. Lucius lui-même se survivrait dans son fils. Tout cela n'était pas trop mal arrangé. Et la dernière partie, qui s'appelle Patienta, et qui commence par une lettre d'Orien. Donc c'est vraiment les dernières pages. Les 20 dernières pages. Arien m'écrit. Je sais pas qui c'est Arien non plus d'ailleurs. Je voulais voir aussi qui c'était Marc Aurèle. Un culte que je suis, je sais même pas de qui parle ce mec, mais bon. Alors, Marc Aurèle. Il fait vraiment très Julien Sorel, je sais pas ce que vous en pensez. Alors, Marc Aurèle, c'est un philosophe. Un philosophe stoïcien et écrivain romain. Le dernier des souverains connus sous le nom des 5 bons empereurs. Les 5 bons empereurs font partie de la dynastie d'Antonin. Les 5 premiers empereurs du siècle d'or des Antonins entrent dans l'histoire sous le nom des 5 bons empereurs. Expression inventée en 1503 par le penseur humaniste Machiavel. Ça ne veut pas forcément dire que c'est les meilleurs, parce qu'il y a Nerva, Trajan, Adrien, Antonin le Pieux et Marc Aurèle. Et donc ce règne il s'achève avec Marc Aurèle. Ça s'achève pas forcément avec Marc Aurèle, mais avec l'apogée de l'Empire romain. C'est étonnant parce que c'est inventé par
Machiavel qui n'est pas forcément le plus grand adepte de la royauté, mais bon, je pense pas que ça soit ironique. Et allons voir qui est ce fameux Arien. Arien, c'est un écrivain grec de l'époque romaine. Fidèle d'Adrien, il assuma de hautes fonctions administratives et militaires au sein de l'Empire romain. Ok. Sachez d'ailleurs qu'Arien a pris le surnom de Xénophon en hommage à l'élève de Socrate. Ah, il reste que Ben Noussin, je pense, et 64 listes ce soir. On n'est pas très nombreux. Arien m'écrit. Conformément aux ordres reçus, j'ai terminé Attendez un instant. J'ai pensé à un petit truc. Coucou, c'est Yannel. Ah, je savais pas que t'étais là. Tu nous as pas fait un petit bonjour aujourd'hui? Même Camille a déserté. Merci d'assister au stream en tout cas. Et sur ce, on va reprendre la lecture. Conformément aux ordres reçus, j'ai terminé le circomaniga... Comment ça se dit ça? Conformément aux ordres reçus, j'ai terminé la surcomnavigation du pont Euxin. Nous avons bouclé la boucle à Sinope, dont les habitants te sont à jamais reconnaissants des grands travaux de réfection et d'élargissement du port menés à bien sous ta surveillance il y a quelques années. À propos, ils t'ont érigé une statue qui n'est ni assez ressemblante ni assez belle. Envoie-leur-en une autre, de marbre blanc. Plus à l'est, non sans émotion, j'ai embrassé du regard ce même pont Euxin, du haut des collines d'où notre Xénophon l'a jadis aperçu pour la première fois et d'où toi-même l'a contemplé naguère. Il parle de lui à la troisième personne. J'ai inspecté les garnisons côtières. Leurs commandants méritent les plus grands éloges pour l'excellence de la discipline, l'emploi des plus nouvelles méthodes d'entraînement et la bonne qualité de travaux du génie. Pour toute la partie sauvage, et encore assez mal connue des côtes, j'ai fait partie de nouveaux sondages et rectifié là où il fallait les indications des navigateurs qui m'ont précédé. Nous avons longé la Colchide. Sachant combien tu t'intéresses aux récits des anciens poètes, j'ai questionné les habitants au sujet des enchantements de Médée et des exploits de Jason. Mais ils paraissaient ignorer cette histoire. Sur la rive septentrionale, de cette mer inhospitalière, nous avons touché une petite île bien grande dans la fable, l'île d'Achille. Tu le sais, Thétis passe pour avoir fait élever son fils sur cet îlot perdu dans les brumes. Elle montait du fond de la mer, venait chaque soir converser sur la plage avec son enfant. L'île inhabitée aujourd'hui ne nourrit que des chèvres. Elle contient un temple d'Achille. Les mouettes, les goélands, les longs courriers, tous les oiseaux de mer le fréquentent, et le battement de leurs ailes, tout imprégné d'humidité marine, rafraîchit continuellement le parvis du sanctuaire. Mais cette île d'Achille, comme il convient, est aussi l'île du Patrocle, et les innombrables ex-voto qui décorent les parois du temple sont dédiés tantôt à Achille, tantôt à son ami, car bien entendu, ceux qui aimaient Achille chérissent et vénèrent la mémoire du Patrocle. Achille lui-même apparaît en songe aux navigateurs qui visitent ces parages. Il les protège et les avertit des dangers de la mer, comme le font ailleurs les Dioscures, et l'ombre de Patrocle apparaît aux côtés d'Achille. Je te rapporte ces choses parce que je crois les valoir d'être connus et parce que ceux qui me les ont racontées les ont expérimentées eux-mêmes, ou les ont apprises de témoins dignes de foi. Achille me semble parfois le plus grand des hommes par le courage, la force d'âme, les connaissances de l'esprit, unies à l'agilité du corps, et son ardent amour pour son jeune compagnon. Et rien en lui ne me paraît plus grand que le désespoir qui lui fit mépriser la vie et désirer la mort quand il eut perdu le bien-aimé. Je laisse retomber sur mes genoux le volumineux rapport du gouverneur de la petite Arménie, du chef de l'escrade. Arien, comme toujours, a bien travaillé. Mais cette fois, il a fait plus. Il m'offre un don nécessaire pour mourir en paix. Il me renvoie une image de ma vie telle que j'aurais voulu qu'elle fût. Arien sait que ce qui compte est ce qui ne figurera pas dans les biographies officielles, ce qu'on n'inscrit pas sur les tombes. Il sait aussi que le passage du temps ne fait qu'ajouter au malheur un vertige de plus. Vu par lui, l'aventure de mon existence prend un sens, s'organise comme dans un poème. L'unique tendresse se dégage du remords, de l'impatience, des manies tristes
comme de temps de fumée, de temps de poussière. La douleur se décante, le désespoir devient pur. Arien m'ouvre le profond empyrée des héros et des amis. Il ne m'en juge pas trop indigne. Ma chambre secrète au centre d'un bassin de la villa n'est pas un refuge assez intérieur. J'y traîne ce corps vieilli, j'y souffre. Mon passé, certes, me propose çà et là des retraites où j'échappe au moins une partie des misères présentes. La plaine de neige au bord du Danube, les jardins de Nicomédie, Claudiopolis, jauni par la récolte du safran en fleurs, n'importe quelle rue d'Athènes, une oasis où des nénuphars ondoient sur la vase, le désert syrien, à la lueur des étoiles au retour du camp d'Ozrès. Mais ces lieux si chers sont trop souvent associés aux prémices d'une erreur, d'un mécompte, de quelques échecs connus de moi seul. Dans mes mauvais moments, tous mes chemins d'homme heureux semblent mener en Égypte, dans une chambre de Baïès ou en Palestine. Il y a plus. La fatigue de mon corps se communique à ma mémoire. L'image des escaliers de l'acropole est presque insupportable à un homme qui suffoque en montant les marches du jardin. Le soleil de juillet sur la terre pleine de lambèze m'accable comme si j'y exposais aujourd'hui ma tête nue. Rien m'offre mieux. À Tibur, du sein d'un mois de mai brûlin, j'écoute sur les plages de l'île d'Achille la longue plainte des vagues. J'aspire son air pur et froid, j'erre sans effort sur le parvis du temple baigné d'humidité marine. J'aperçois Patrocle. Ce lieu que je ne verrai jamais devient ma secrète résidence, mon suprême asile. J'y serai sans doute au moment de ma mort. J'ai donné jadis au philosophe Euphrate la permission du suicide. Rien ne semblait plus simple. Un homme a le droit de décider à partir de quel moment sa vie cesse d'être utile. Je ne savais pas alors que la mort peut devenir l'objet d'une ardeur aveugle, d'une faim comme l'amour. Je n'avais pas prévu ces nuits où j'enroulais mon baudrier autour de ma dague pour m'obliger à réfléchir à 2 fois avant de m'en servir. Arien seul a pénétré le secret de ce combat sans gloire contre le vide, l'aridité, la fatigue, l'écœurement d'exister qui aboutit à l'envie de mourir. On ne guérit jamais. La vieille fièvre m'a terrassée à plusieurs reprises. J'en tremblais d'avance, comme un malade averti d'un prochain accès. Tout m'était bon pour reculer l'heure de la lutte nocturne. Le travail, les conversations follement prolongées jusqu'à l'aube, les baisers, les livres. Il est convenu qu'un empereur ne se suicide que s'il y est acculé pour des raisons d'État. Marc-Antoine lui-même avait l'excuse d'une bataille perdue. Et mon sévère Arien admirerait moins ce désespoir rapporté d'Égypte si je n'en avais pas triomphé. Mon propre code interdisait aux soldats cette sortie volontaire que j'accordais aux sages. Je ne me sentais pas plus libre de déserter que le premier légionnaire venu. Mais je sais ce que c'est, que d'effleurer voluptueusement de la main l'étoupe d'une corde ou le fil d'un couteau. J'avais fini par faire de ma mortelle envie un rempart contre elle-même. La perpétuelle possibilité du suicide m'aidait à supporter moins impatiemment l'existence, tout comme la présence à portée de la main d'une potion sédative, calme un homme atteint d'insomnie. Par une intime contradiction, cette obsession de la mort n'a cessé de s'imposer à mon esprit que lorsque les premiers symptômes de la maladie sont venus m'en distraire. J'ai recommencé à m'intéresser à cette vie qui me quitta. Dans les jardins de Sidon, j'ai passionnément souhaité jouir de mon corps quelques années de plus. On voulait mourir. On ne voulait pas étouffer. La maladie dégoûte de la mort. On veut guérir, ce qui est une manière de vouloir vivre. Mais la faiblesse, la souffrance, 1000 misères corporelles découragent bientôt le malade d'essayer de remonter la pente. On ne veut pas de ce répit qui sont autant de pièges, de ces forces chancelantes, de ces ardeurs brisées, de cette perpétuelle attente à la prochaine crise. Je m'épiais. Cette sourde douleur à la poitrine n'était-elle qu'un malaise passager, le résultat d'un repas absorbé trop vite, ou fallait-il s'attendre de la part de l'ennemi à un assaut qui cette fois ne serait pas repoussé? Je n'entrai pas au Sénat, sans me dire que la porte s'était peut-être refermée derrière moi aussi définitivement que si j'avais été attendu comme César par 50 conjurés armés de couteaux. Durant les soupers de Tibur, je redoutais de faire à mes invités l'impolitesse d'un soudain départ. J'avais peur de mourir au bain ou dans des jeunes bras. Des fonctions qui jadis étaient faciles ou même agréables deviennent humiliantes depuis qu'elles sont devenues malaisées. On se lasse du vase d'argent offert chaque matin à l'examen du médecin. Le mal principal traîne avec soi tout un cortège d'afflictions secondaires. Mon ouïe,
a perdu son acuité d'autrefois. Hier encore, j'ai été forcée de prier Flégon de répéter toute une phrase. J'en eus plus de honte que d'un crime. Les mois qui suivirent l'adoption d'Antonin furent affreux. Pardon. Le séjour de baie, le retour à Rome et les négociations qui l'accompagnèrent avaient excédé ce qui me restait de force. L'obsession de la mort me reprit, mais cette fois, les causes en étaient visibles, avouables. Mon pire ennemi n'en aurait pu sourire. Rien ne me retenait plus. On eût compris que l'empereur, retiré dans sa maison de campagne après avoir mis en ordre les affaires du monde, prit les mesures nécessaires pour faciliter sa fin. Mais la sollicitude de mes amis équivaut à une constante surveillance. Tout malade est un prisonnier. Je ne me sens plus la vigueur qu'il faudrait pour enfoncer la dague à la place exacte, marquée jadis à l'encre rouge, sous le sein gauche. Je n'aurais fait qu'ajouter au mal présent un répugnant mélange de bandages, d'éponges sanglantes, de chirurgiens discutant au pied du lit. Il me fallait mettre à préparer mon suicide les mêmes précautions qu'un assassin à monter son coup. Je pensais d'abord à mon maître des chasses, Mastor, la belle brute sarmate qui me suit depuis des années avec un dévouement de chien-loup et qu'on charge parfois de veiller la nuit à ma porte. Je profitais d'un moment de solitude pour l'appeler et lui expliquer ce que j'attendais de lui. Tout d'abord, il ne comprit pas. Et puis la lumière se fit. L'épouvante crispa ce mufle blond. Il me croit immortel. Il voit soir et matin les médecins entrer dans ma chambre, il m'entend gémir pendant les ponctions sans que sa foi en soit ébranlée. C'était pour lui comme si les maîtres des dieux, s'avisant de le tenter, descendaient de l'Olympe pour réclamer de lui le coup de grâce. Il m'arrache des mains son glaive dont je m'étais saisie et s'enfuit en hurlant. On le retrouva au fond du parc, divagant sous les étoiles dans son jargon barbare. On calma comme on put cette bête affolée, personne ne me reparla de l'incident. Mais le lendemain, je m'aperçus que Seller avait remplacé sur la table de travail, à portée de mon lit, un style de métal par une calame de roseau. Je me cherchais un meilleur allié. J'avais la plus entière confiance en Iolas, jeune médecin d'Alexandrie qu'Hermogène s'était choisi l'été dernier comme substitut durant son absence. Nous causions ensemble. Je me plaisais à échafauder avec lui des hypothèses sur la nature et l'origine des choses. J'aimais cet esprit hardi et rêveur, et le feu sombre de ses yeux cernés. Je savais qu'il avait retrouvé au palais d'Alexandrie la formule de poison extraordinairement subtile, combinée jadis par les chimistes de Cléopâtre. L'examen de candidat à la chaire de médecine que je viens de fonder à l'Odéon me servit d'excuse pour éloigner Hermogène pendant quelques heures, m'offrant ainsi l'occasion d'un entretien secret avec Iolas. Il me comprit à demi-mot. Il me plaignait, il ne pouvait que me donner raison, mais son serment hippocratique lui interdisait de dispenser à un malade une drogue nocive, sous quelque prétexte que ce fût. Il refusa, raidi dans son honneur de médecin. J'insistais. J'exigeais, j'employais tous les moyens pour essayer de l'apitoyer ou de le corrompre. Ce sera le dernier homme que j'ai supplié. Vaincu, il me promit enfin d'aller chercher la dose de poison. Je l'attendis vainement jusqu'au soir. Tard dans la nuit, j'appris avec horreur qu'on venait de le trouver mort dans son laboratoire, une fiole de verre entre les mains. Ce cœur pur de tout compromis avait trouvé ce moyen de rester fidèle à son serment, sans rien me refuser. Le lendemain, Antonin se fit annoncer. Cet ami sincère retenait mal ses larmes. L'idée qu'un homme qu'il s'est habitué à aimer et à vénérer comme un père souffrait assez pour chercher la mort lui était insupportable. Il lui semblait avoir manqué à ses obligations de bon fils. Il me promettait d'unir ses efforts à ceux de mon entourage, pour me soigner, me soulager de mes maux, me rendre la vie jusqu'au bout douce et facile, me guérir peut-être. Il comptait sur moi pour continuer le plus longtemps possible à le guider et à l'instruire. Il se sentait responsable envers tout l'empire du reste de mes jours. Je sais ce que valent ces pauvres protestations, ces naïves promesses. J'y trouve pourtant un soulagement et un réconfort. Les simples paroles d'Antonin m'ont convaincu. Je reprends possession de moi-même avant de mourir. La mort d'Iola, fidèle à son devoir de médecin, m'exhorte à me conformer jusqu'au bout aux convenances de mon métier d'empereur. Patientia. J'ai vu hier Domitius Rogatus devenir procureur des monnaies et chargé de présider à une nouvelle frappe. J'ai choisi cette légende qui sera mon dernier mot d'ordre. Ma mort me semblait la plus personnelle de mes décisions, mon suprême réduit d'homme libre, mais je me trompais. La foi de millions de mastors ne doit pas être ébranlée, d'autres Iolas ne seront pas mis à l'épreuve. J'ai compris que le suicide paraîtrait au petit groupe d'amis dévoués qui m'entourent une marque d'indifférence, d'ingratitude peut-être.
et je ne veux pas laisser à leurs amitiés cette image grinçante d'un supplicié incapable de supporter une torture de plus. D'autres considérations se sont présentées à moi, lentement, durant la nuit qui a suivi la mort d'Iola. L'existence m'a beaucoup donné, ou du moins j'ai su beaucoup obtenir d'elle. En ce moment, comme au temps de mon bonheur, et pour des raisons toutes contraires, il me paraît qu'elle n'a plus rien à m'offrir. Je ne suis pas sûre de n'avoir plus rien à apprendre. J'écouterai ses instructions secrètes jusqu'au bout. Toute ma vie, j'ai fait confiance à la sagesse de mon corps. J'ai tâché de goûter avec discernement les sensations que me procurait cet ami. Je me dois d'apprécier aussi les dernières. Je ne refuse plus cette agonie faite pour moi, cette faim lentement élaborée au fond de mes artères, héritée peut-être d'un ancêtre né de mon tempérament, préparé peu à peu par chacun de mes actes au cours de ma vie. L'heure de l'impatience est passée, au point où j'en suis, le désespoir serait d'aussi mauvais goût que l'espérance. J'ai renoncé à brusquer ma mort. Ça devient vraiment pathétique, hein. Ça passe tellement vite, ça fait déjà 47 minutes qu'on lit. Il reste 10 pages. Tout reste à faire. Mes domaines africains, hérités de ma belle-mère, m'a-t-il dit, doivent devenir un modèle d'exploitation agricole. Les paysans du village de Boristen, établis en trace à la mémoire d'un bon cheval, ont droit à des secours au sortir d'un hiver pénible. Il faut par contre refuser des subsides aux riches cultivateurs de la vallée du Nil, toujours prêts à profiter de la sollicitude de l'empereur. Julius Vestinus, préfet des études, m'envoie son rapport sur l'ouverture des écoles publiques de grammaire. Je viens d'achever la refonte du code commercial. Tout y est prévu, les taux des prostituées et l'octroi des caravanes. On réunit en ce moment un congrès de médecins et de magistrats chargés de statuer sur les limites extrêmes d'une grossesse mettant fin de la sorte à d'interminables criailleries légales. Les cas de bigamie se multiplient dans les colonies militaires. Je fais de mon mieux pour persuader les vétérans de ne pas mésuser des lois nouvelles leur permettant le mariage et de n'épouser prudemment qu'une femme à la fois. À Athènes, on érige un panthéon à l'instar de Rome. Je compose l'inscription qui trouvera place sur ces murs. J'y énumère, à titre d'exemple et d'engagement pour l'avenir, les services rendus par moi au village grec et au peuple barbare. Les services rendus à Rome vont de soi. La lutte contre la brutalité judiciaire continue. J'ai dû réprimander le gouverneur de la Cilicie qui s'avisait de faire périr dans les supplices les voleurs de bestiaux de sa province, comme si la mort simple ne suffisait pas à punir un homme et à s'en débarrasser. L'État et les municipalités abusaient des condamnations aux travaux forcés afin de se procurer une main-d'œuvre à bon marché. J'ai prohibé cette pratique, pour les esclaves comme pour les hommes libres. Mais il importe de veiller à ce que ce système détestable ne se rétablisse pas sous d'autres noms. Les sacrifices d'enfants se commettent encore sur certains points du territoire de l'ancienne Carthage. Il faut savoir interdire aux prêtres de Baal la joie d'attiser leur bûcher. En Asie mineure, les droits des héritiers des Séleucides ont été honteusement lésés par nos tribunaux civils, toujours mal disposés à l'égard des anciens princes. J'ai réparé cette longue injustice. En Grèce, le procès d'Hérode Atticus dure encore. La boîte aux dépêches de Phlégon, ses grattoirs de pierre ponce et ses bâtons de cire rouge seront avec moi jusqu'au bout. Comme au temps de mon bonheur, ils me croient Dieu, ils continuent à me donner ce titre au moment même où ils offrent au ciel des sacrifices pour le rétablissement de la santé d'Auguste. Je t'ai déjà dit pour quelle raison cette croyance si bienfaisante ne me paraît pas insensée. Un vieil aveugle est arrivé à pied de Pannonie. Elle avait entrepris cet épuisant voyage pour me demander de toucher du doigt ses prunelles éteintes. Elle a recouvré la vue sous mes mains comme sa ferveur s'y attendait à l'avance. Sa foi en l'empereur explique ce miracle. D'autres prodigues se sont produits. Des malades disent m'avoir vu dans leurs rêves, comme les pèlerins d'Épidore voient les Esculapes en songe. Ils prétendent s'être réveillés guéris, ou du moins soulagés. Je ne souris pas du contraste entre mes pouvoirs de thaumaturge et mon mal. J'accepte ces nouveaux privilèges avec gravité. Cette vieille aveugle cheminant vers l'empereur du fond d'une province barbare est devenue pour moi ce que l'esclave de Tarragone avait été autrefois, l'emblème des populations de l'Empire que j'ai régi et servi. Leur immense confiance me repaît de 20 ans de travaux auxquels je ne me suis pas déplu. Est-ce que c'est Tarragone? Non. Et le Sri Lanka, mais pour les Romains. Et tu sais qu'est-ce que
c'est un thaumaturge, Non. un faiseur de miracles. Tu veux des frites? Oui. J'ai des frites. Mm. Ok, bah écoutez. T'as la flemme? Je veux ton vélo pour aller plus loin, mais je sais pas où aller. Bah va à Pitaya. Tu veux à Pitaya? C'est le plus simple. Plus Le plus simple. Après, je voulais me prendre un petit grec et toi prendre des frites. Ok, ça me va. Bon, je Tu veux ça? Oui, je peux avoir de l'eau? Ouais. Je te ramène de l'eau pétillante. Je vais... Ok. C'est ok. C'est bon? Oui. Tu veux autre chose? Non. Ah oui. Non. Je vais au Factory Burger, c'est bon? Comme tu veux, Je veux un Bibi. burger... Oh, zazou. Vas-y. Bah, je te prends des frites alors, c'est bon? Qu'est-ce que je veux, putain? Comme tu veux, si tu veux, mes clés de vélo elles sont dans le vide-poche. On a le droit d'aller en contresens pour le bar là? J'ai vu des gens le faire, mais moi je le fais pas. Désolée pour cette conversation très triviale, hein, mais. Mais arrête, qu'est-ce que tu fais? Ok, bon, vas-y, je te ramène un truc ok. Ok. Ah putain, je viens de voir ma gueule dans le retour. Ça fait flipper, hein. Bon, revenons à nos oignons. Du coup, c'est pas moi qui aurais dû lire ce livre parce que j'ai zéro info quand lui il en a 500 000. Mais en fait, Tarragone, c'est. Qu'est-ce qu'il m'a dit? J'ai déjà oublié. Si je dis pas de conneries, il m'a dit que c'était comme le Sri Lanka, je crois. Je vais aller chercher les définitions parce que. Honnêtement, ma mémoire, elle est défaillante. Hein. Bon, je sais pas. Tant pis, passons. En gros, il dit que il a réduit pas mal d'injustices et il a évité qu'il y ait des violences sur le peuple et même sur les esclaves, ce qui fait qu'ils lui ont toujours donné son confiance, cette confiance, une confiance en lui, au point de le prendre pour un dieu, jusqu'à considérer que parfois le fait même qu'il touche des gens, ça les guérissait de leurs maux, etc. Leur immense confiance me répète de 20 ans de travaux auxquels je ne me suis pas déplu. Phlégon m'a lu dernièrement l'œuvre d'un juif d'Alexandrie qui lui aussi m'attribue des pouvoirs plus qu'humains. J'ai accueilli sans sarcasme cette description du prince aux cheveux gris, qu'on vit aller et venir sur toutes les routes de la terre, s'enfonçant parmi les trésors des mines, réveillant les forces génératrices du sol, établissant partout la prospérité et la paix, de l'initié qui a relevé les lieux saints de toutes les races, du connaisseur en art magique, du voyant qui plaça un enfant au ciel. J'aurais été mieux compris par ce juif enthousiaste que par bien des sénateurs et des proconsuls. Cet adversaire rallié complète à rien. Je m'émerveille d'être à la longue devenu pour certains yeux ce que je souhaitais d'être, et que cette réussite soit faite de si peu de choses. La vieillesse et la mort, toutes proches, ajoutent désormais leur majesté à ce prestige. Les hommes s'écartent religieusement sur mon passage, ils ne me comparent plus comme autrefois au Zeus rayonnant et calme, mais au Mars Gradivus, dieu des longues campagnes et de l'austère discipline, au grave Numa, inspiré des dieux, dans ces derniers temps, ce visage pâle et défait, ces yeux fixes, ce grand corps raidi par un effort de volonté, leur rappelle Pluton, dieu des ombres. Seuls quelques intimes, quelques amis éprouvés et chers échappent à cette terrible contagion du respect. Le jeune avocat Fronton, ce magistrat d'avenir qui sera sans doute un des bons serviteurs de ton règne, est venu discuter avec moi une adresse à faire au Sénat. Sa voix tremblait, j'ai lu dans ses yeux cette même révérence mêlée de crainte. Les joies tranquilles de l'amitié humaine ne sont plus pour moi. Il m'adore, il me vénère trop pour m'aimer. Une chance analogue à celle de certains jardiniers m'a été départie. Tout ce que j'ai essayé d'implanter dans l'imagination humaine y a pris racine. Le culte d'Antinoüs semblait la plus folle de mes entreprises, le débordement d'une douleur qui ne concernait que moi seul. Mais notre époque est avide de Dieu. Elle préfère les plus ardents, les plus tristes, ceux qui mêlent au vin de la vie un miel amer d'outre-tombe. Adalphe, l'enfant, est devenu l'Hermès, gardien du seuil, maître des passagers obscurs qui mènent chez les ombres. Éleusis, où son âge et sa qualité d'étranger lui avaient interdit autrefois d'être initié à mes côtés, en fait le jeune Bacchus des mystères, prince des régions limitrophes entre les sens de l'âme.
L'Arcadie ancestrale l'associe à Pan et à Diane, divinité des bois, les paysans de Tibur l'assimilent au doux Aristée, roi des abeilles. En Asie, les dévots retrouvent en lui leur tendre dieu brisé par l'automne ou dévoré par l'été. À l'orée des péris barbares, le compagnon de mes chasses et de mes voyages a pris l'aspect du cavalier Thrace, du mystérieux passant qui chevauche dans les halliers au clair de lune en portant les âmes dans un pli de son manteau. Tout cela pouvait n'être encore qu'une excroissance du culte officiel, une flatterie des peuples, une bassesse des prêtres avides de subsides. Mais la jeune figure m'échappe. Elle cède aux aspirations des cœurs simples. Par un de ces rétablissements inhérents à la nature des choses, l'éphèbe, sombre et délicieux, est devenu pour la piété populaire l'appui des fables et des pauvres, le consolateur des enfants morts. L'image des monnaies de Bithynie, le profil du garçon de 15 ans aux boucles flottantes, au sourire émerveillé et crédule, qu'il a si peu gardé, pend au cou des nouveau-nés en guise d'amulette. On le cloue dans des cimetières de village sur des petites tombes. Naguère, quand je pensais à ma propre fin comme un pilote insoucieux pour soi-même mais qui tremble pour les passagers et la cargaison du navire, je me disais amèrement que ce souvenir sombrerait avec moi. Ce jeune être, soigneusement embaumé au fond de ma mémoire, me semblait ainsi devoir périr une seconde fois. Cette crainte, pourtant si juste, s'est calmée en partie. J'ai compensé comme je l'ai pu cette mort précoce. Une image, un reflet, un faible écho surnagera au moins pendant quelques siècles. On ne fait guère mieux en matière d'immortalité. J'ai revu Fidelus Aquila, gouverneur d'Antinoé, en route pour son nouveau poste. Il m'a décrit les rites annuels célébrés au bord du Nil en l'honneur du dieu mort, les pèlerins venus par milliers des régions du nord et du sud, les offrandes de bière et de grains, les prières. Tous les 3 ans, des jeux anniversaires ont lieu à Antinoé, comme aussi à Alexandrie, à Mantinée et dans ma chère Athènes. Ces fêtes triennales se renouvelleront cet automne, mais... Très bien. Qu'est-ce que ça me saoule qu'on me coupe la parole. Je parle pas de vous, hein, mais c'est tous les bruits annexes qu'il y a autour de moi. Siri, c'est vraiment le pire. Ces fêtes triennales se renouvelleront cet automne, mais je n'espère pas durer jusqu'à ce 9e retour du mois d'Atyr. Il importe d'autant plus que chaque détail de ces solennités soit réglé d'avance. Ouais, c'est trop chiant. Mais il se rend pas compte à quel point c'est chiant. L'oracle du mort fonctionne dans la chambre secrète du temple pharaonique relevé par mes soins. Les prêtres distribuent journellement quelques centaines de réponses toutes préparées à toutes les questions posées par l'espérance ou l'angoisse humaine. On m'a fait grief d'en avoir moi-même composé plusieurs. Je n'entendais pas ainsi manquer de respect envers mon Dieu, ni de compassion envers cette femme de soldat qui demande si son mari reviendra vivant d'une garnison de Palestine, envers ce malade avide de réconfort, envers ce marchand dont les vaisseaux tanguent sur les vagues de la mer Rouge, envers ce couple qui voudrait un fils. Tout au plus, je prolongeais de la sorte la partie de logogriphes, les charades versifiées auxquelles nous jouions parfois ensemble. De même, on s'est étonné qu'ici, dans la villa, autour de cette chapelle de Canope où son culte se célèbre à l'égyptienne, j'ai laissé s'établir les pavillons de plaisir du faubourg d'Alexandrie, qui portent ce nom, leur facilité, leur distraction que j'offre à mes hôtes et auxquelles il m'arrivait de prendre part. Ils avaient pris l'habitude de ces choses-là. Et on ne s'enferme pas pendant des années dans une pensée unique, sans y faire rentrer peu à peu toutes les routines d'une vie. Ah bah alors le chat, c'est vraiment le chat, le papillon, on a toute l'arche de Noé qui vient me casser les pieds et qui au passage détruit mon fauteuil. Si vous voyez la tête qu'il a, je vous jure vous seriez navré pour mon fauteuil. J'ai fait tout ce qu'on recommande. J'ai attendu, j'ai parfois prié. La sotte Julia Balbilla croyait entendre à l'aurore la voix mystérieuse de Memnon. J'ai écouté les bruissements de la nuit. J'ai fait les onctions de miel et d'huile de rose qui attirent les ombres. J'ai disposé le bol de lait, la poignée de sel, la goutte de sang, support de leur existence d'autrefois. Je me suis étendue sur les pavements de marbre du petit sanctuaire. La lustre des astres se faufilait par les fentes ménagées dans la muraille, mettait çà et là des miroitements d'inquiétants feux pâles. Je me suis rappelé les ordres chuchotés par la prêtresse à l'oreille du mort, l'itinéraire gravé sur la tombe. Parfois, à de longs intervalles, j'ai cru sentir l'effleurement d'une approche,
un attouchement léger comme le contact de cils tièdes comme à l'intérieur d'une paume. Je ne saurais jamais si cette chaleur, cette douce chaleur n'émanait pas simplement du plus profond de moi-même, derniers efforts d'un homme en lutte contre la solitude et le froid de la nuit. Mais la question qui se pose aussi en présence de nos amours vivants a cessé de m'intéresser aujourd'hui. Il m'importe peu que les fantômes évoqués par moi viennent des limbes de ma mémoire ou de ceux d'un autre monde. Mon âme, si j'en possède une, est faite de la même substance que les spectres. Ce corps aux mains enflées, aux ongles livides, cette triste masse à demi dissoute, cette outre de mots, de désirs et de songes, n'est guère plus solide ou plus consistant qu'une ombre. Je ne diffère des morts que par la faculté de suffoquer quelques moments de plus. Leur existence en un sens me paraît plus assurée que la mienne. Antinoüs et Plotine sont au moins aussi réels que moi. La méditation de la mort n'apprend pas à mourir. Elle ne rend pas la sortie plus facile, mais la facilité n'est plus ce que je recherche. Petite figure boudeuse et volontaire, ton sacrifice n'aura pas enrichi ma vie, mais ma mort. Son approche rétablit entre nous une sorte d'étroite complicité. Les vivants qui m'entourent, les serviteurs dévoués, parfois importuns, ne sauront jamais à quel point le monde ne nous intéresse plus. Je pense avec dégoût aux noirs symboles des tombes égyptiennes, le sexe scarabée, la momie rigide, la grenouille des partitions éternelles. À en croire les prêtres, je t'ai laissé à cet endroit où les éléments d'un être se déchirent comme un vêtement usé sur lequel on tire, à ce carrefour sinistre entre ce qui existe éternellement, ce qui fut et ce qui sera. Il se peut après tout que ces gens-là aient raison et que la mort soit faite de la même manière fuyante et confuse que la vie. Mais toutes les théories de l'immortalité m'inspirent de la méfiance. Le système de rétribution et des peines laisse froid un juge averti de la difficulté de juger. D'autre part, il m'arrive aussi de trouver trop simple la solution contraire, le néant propre, le vide creux où sonne le rire d'Épicure. J'observe ma faim. Cette série d'expérimentations faites sur moi-même continue la longue étude commencée dans la clinique de Satyrus. Jusqu'à présent, les modifications sont aussi extérieures que celles que le temps et les intempéries font subir à un monument dont ils n'altèrent ni la matière ni l'architecture. Je crois parfois apercevoir et toucher à travers les crevasses le soubassement indestructible, le tuf éternel. Je suis ce que j'étais. Je meurs sans changer. À première vue, l'enfant robuste des jardins d'Espagne, l'officier ambitieux rentrant sous sa tente en secouant de ses épaules des flocons de neige, semble aussi anéanti que je le serais quand j'aurais passé par le bûcher. Mais ils sont là. J'en suis inséparable. L'homme qui hurlait sur la poitrine d'un mort continue à gémir dans un coin de moi-même, en dépit du calme plus ou moins qu'humain auquel je participe déjà. Le voyageur enfermé dans le malade à jamais sédentaire s'intéresse à la mort parce qu'elle représente un départ. Cette force qui fut moi semble encore capable d'instrumenter plusieurs autres vies, de soulever des mondes. Si quelques siècles venaient par miracle s'ajouter à un peu de jours qui me restent, je referais les mêmes choses, et jusqu'aux mêmes erreurs, je fréquenterais les mêmes Olympes et les mêmes enfers. Une pareille constatation est un excellent argument en faveur de l'utilité de la mort, mais elle m'inspire en même temps des doutes quant à sa totale efficacité. Je suis en train de me faire la réflexion que, vu le niveau d'écriture assez soutenu, qui quand même prend en compte l'ensemble du roman, c'est quand même un livre assez difficile à entendre pour un étudiant de 17-18 ans, quoi. Je pense que beaucoup de professeurs, à mon avis, n'auront pas choisi les mémoires d'Adrien parce que c'est quand même un peu ambitieux. En fait, il y a énormément de choses, c'est tellement foisonnant que ça me paraît ça me paraît beaucoup plus difficile que par exemple Mademoiselle de Lafayette avec la princesse de Clèves. Le niveau, il est clairement pas égal. Bah c'est ça en fait. C'est surtout que quand tu passes ton bac, même si t'es en bac littéraire, c'est quand même... T'es aux prémices quoi, des études de lettres, donc ça me paraît un peu exigeant. Après, tout dépend des thèmes aussi, hein. C'est quand même extrêmement guidé, il n'y a qu'une œuvre à étudier toute l'année, et le niveau d'écriture, même s'il est un peu soutenu, il y a quand même des thèmes qui peuvent nous permettre de comprendre l'ensemble du texte.
mais c'est difficile de faire une analyse fine sur un langage qui peut être incompréhensible pour beaucoup. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Durant certaines périodes de ma vie, j'ai noté mes rêves. J'en discutais la signification avec les prêtres, les philosophes et les astrologues. Cette faculté de rêver, amortie depuis des années, m'a été rendue au cours de ces mois d'agonie. Ah, excusez-moi, le rythme me paraissait bizarre. Cette faculté de rêver, amortie depuis des années, m'a été rendue au cours de ces mois d'agonie. Les incidents de l'état de veille semblent moins réels, parfois moins importants que ces songes. Coucou Chocolani. Si ce monde larvaire et spectral, où le plat et l'absurde foisonnent plus abondamment encore que sur Terre, nous offre une idée des conditions de l'âme séparée du corps, je passerai sans doute mon éternité à regretter le contrôle exquis des sens et les perspectives réajustées de la raison humaine. Et pourtant, je m'enfonce avec quelque douceur dans ces régions vaines des songes. J'y possède pour un instant certains secrets qui bientôt m'échappent. J'y bois à des sources. L'autre jour, j'étais dans l'oasis d'Amon le soir de la chasse au grand fauve. J'étais joyeux, tout s'est passé comme au temps de ma force. Le lion blessé s'est abattu, puis dressé. Je me suis précipité pour l'achever. Mais cette fois, mon cheval s'est cabré et m'a jeté à terre. L'horrible masse sanglante a roulé sur moi, des griffes me déchiraient la poitrine. Je suis revenu à moi dans ma chambre de Tibur, appelant à l'aide. Plus récemment encore, j'ai revu mon père auquel je pense pourtant assez peu. Il était couché dans son lit de malade, dans une pièce de notre maison d'Italica que j'ai quittée sitôt après sa mort. Il avait sur sa table une fiole pleine d'une potion sédative que je l'ai supplié de me donner. Je me suis réveillée sans qu'il ait eu le temps de me répondre. Je m'étonne que la plupart des hommes aient ainsi peur des spectres, eux qui acceptent si facilement de parler aux morts dans leurs songes. Les présages ainsi se multiplient. Désormais, tout semble une intimation, un signe. Je viens de laisser choir et de briser une précieuse pierre gravée, enchâssée au chaton d'une bague. Mon profil y avait été incisé par un artisan grec. Les augures secouent gravement la tête. Je regrette ce pur chef-d'œuvre. Il m'arrive de parler de moi au passé. Au Sénat, en discutant certains événements qui s'étaient produits après la mort de Lucius, la langue m'a fourché et je me suis pris plusieurs fois à mentionner ces circonstances comme si elles avaient lieu après ma propre mort. Il y a quelques mois, le jour de mon anniversaire, montant en litière les escaliers du Capitole, je me suis trouvé faire face avec un homme en deuil et qui pleurait. J'ai vu pâlir mon vieux Chabrias. À cette époque encore, je sortais, et je continuais d'exercer en personne mes fonctions de grand pontife, de frère Arval, de célébrer moi-même ces antiques rites de la religion romaine que je finis par préférer à la plupart des cultes étrangers. J'étais debout devant l'autel, prêt à allumer un cierge. J'offrais au dieu un sacrifice pour Antonin. Soudain, le pan de ma toche qui me couvrait le front glissa et me retomba sur l'épaule, me laissant nu-tête. Je passai ainsi du rang de sacrificateur à celui de victime. En vérité, c'était bien mon tour. Ma patience porta ses fruits. Je souffre moins, la vie redevient presque douce. Je ne me querelle plus avec les médecins, leurs sots remèdes m'ont tué, mais leur présomption, leur pédantisme hypocrite est notre œuvre. Ils mentiraient moins si nous n'avions pas si peur de souffrir. La force me manque pour les accès de colère d'autrefois. Je sais de sources certaines que Platorius Nepos, que j'ai beaucoup aimé, a abusé de ma confiance et je n'ai pas essayé de le confondre, je ne l'ai pas puni. L'avenir du monde ne m'inquiète plus, je ne m'efforce plus de calculer avec angoisse la durée plus ou moins longue de la paix romaine. Je laisse faire aux dieux. Ce n'est pas que j'ai acquis plus de confiance en leur justice qui n'est pas la nôtre, ou plus de foi en la sagesse de l'homme, le contraire est vrai. La vie est atroce, nous savons cela. Mais précisément parce que j'attends peu de choses de la condition humaine, les périodes de bonheur, les progrès partiels, les efforts de recommencement et de continuité me semblent autant de prodiges, qui compensent presque l'immense masse des maux, des échecs, de l'incurie et de l'erreur. Les catastrophes et les ruines viendront. Le désordre triomphera, mais de temps en temps l'ordre aussi. La paix s'installera de nouveau entre deux périodes de guerre. Les mots de liberté, d'humanité et de justice retrouveront çà et là le sens que nous avons tenté de leur donner. Nos livres ne périront pas tous, on réparera nos statues brisées. D'autres coupoles et d'autres frontons naîtront de nos frontons et de nos coupoles. Quelques hommes penseront, travailleront et sentiront comme nous.
J'ose compter sur ces continuateurs placés à intervalles irréguliers le long des siècles, sur cette intermittente immortalité. Si les barbares s'emparent jamais de l'empire du monde, ils seront forcés d'adopter certaines de nos méthodes. Ils finiront par nous ressembler. Chabrias s'inquiète de voir un jour le pastophore de Mitra où l'évêque du Christ s'implantait à Rome et y remplaçait le grand pontife. Si par malheur ce jour arrive, mon successeur le long de la berge Vaticane aura cessé d'être le chef d'un cercle d'affiliés ou d'une bande de sectaires pour devenir à son tour une des figures universelles de l'autorité. Il héritera de nos palais, de nos archives. Il différera de nous moins qu'on ne pourrait le croire. J'accepte avec calme ces vicissitudes de Rome éternelle. Les médicaments n'agissent plus. L'enflure des jambes augmente. Je sommeille assis plutôt que couché. L'un des avantages de la mort, c'est d'être de nouveau étendu sur son lit. C'est à moi maintenant de consoler Antonin. Je lui rappelle que la mort me semble depuis longtemps la solution la plus élégante de mon propre problème. Comme toujours, mes vœux enfin se réalisent, mais de façon plus lente et plus indirecte qu'on avait cru. Je me félicite que le mal m'ait laissé ma lucidité jusqu'au bout. Je me réjouis de n'avoir pas à faire l'épreuve du grand âge, de n'être pas destiné à connaître ce durcissement, cette rigidité, cette sécheresse, cette atroce absence de désir. Si mes calculs sont justes, ma mère est morte à peu près à l'âge où je suis arrivée aujourd'hui. Ma vie a déjà été de moitié plus longue que celle de mon père, mort à 40 ans. Tout est prêt. L'aigle chargé de porter au dieu l'âme de l'empereur est tenu en réserve pour la cérémonie funèbre. Mon mausolée, sur le faîte duquel on plante en ce moment des cyprès, destinés à former en plein ciel une pyramide noire, sera terminé à peu près à temps pour le transfert des cendres encore chaudes. J'ai prié Antonin qu'il y fasse ensuite transporter Sabine. J'ai négligé de lui faire décerner à sa mort les honneurs divins qui, somme toute, lui sont dus. Il ne serait pas mauvais que ses oublis fussent réparés. Et je voudrais que les restes d'Aïeulus César soient placés à mes côtés. Il reste une page. Ils m'ont emmené à baie. Par ces chaleurs de juillet, le trajet a été pénible, mais je respire mieux au bord de la mer. La vague fait sur le rivage son murmure de soie froissée et de caresses. Je jouis encore des longs soirs roses. Mais je ne tiens plus sur ces tablettes que pour m'occuper mes mains, qui s'agitent malgré moi. J'ai envoyé chercher Antonin. Un courrier lancé à fond de train est parti pour Rome. Bruit de sabots, de borystène, galop du cavalier Thrace. Le petit groupe des intimes se presse à mon chevet. Chabria me fait pitié. Les larmes conviennent mal au rite des vieillards. Le beau visage de Celer est comme tout étrangement calme. Il s'applique à me soigner sans rien laisser voir de ce qui pourrait ajouter à l'inquiétude ou à la fatigue d'un malade. Médiotime sanglote, la tête enfouie dans les coussins. J'ai assuré son avenir. Il n'aime pas l'Italie. Il pourra réaliser son rêve qui est de retourner à Gadara et d'y ouvrir avec un ami une école d'éloquence. Il n'a rien à perdre à ma mort. Et pourtant, la mince épaule s'agite convulsivement sous les plis de la tunique. Je sens sous mes doigts des pleurs délicieux. Adrien jusqu'au bout aura été humainement aimé. Petite âme tendre et flottante, compagne de mon corps qui fut ton hôte, tu vas descendre dans ces lieux pâles, durs et nus, où tu devras renoncer au jeu d'autrefois. Un instant encore, regardons ensemble les rives familières, les objets que sans doute nous ne reverrons plus. Tâchons d'entrer dans la mort, les yeux ouverts. Et c'est terminé pour cette lecture des Mémoires d'Adrien. Donc à cela s'ajoute le carnet de notes des Mémoires d'Adrien qui constitue en fait les notes qu'a prises Yourcenar durant sa mort, qui je pense sont très intéressants et qui seront majeurs pour l'étude du texte, mais que je ne vais pas commencer ce soir. Je pense que c'est mieux qu'on s'arrête vraiment au texte pur et dur. Merci beaucoup Sayanel. Donc on a lu ensemble en une semaine pas moins de 316 pages sur les Mémoires d'Adrien, donc c'est vraiment très cool que ce soit... Merci. Tu veux manger sur leur gueule ou... Non, non. Bah, je t'attends. J'avais tellement soif. De ouf. Bon,
J'ai un peu speedé la fin, je suis désolée pour ceux qui auraient voulu un peu de suspense. Mais j'avais vraiment envie de finir cette semaine pour qu'on soit dans une semaine pure et simple. Merci beaucoup d'avoir assisté au stream. On n'était pas très nombreux ce soir, mais il y avait quand même des irréductibles gaulois. C'est vraiment cool que vous ayez bien voulu terminer la lecture avec moi et que je sois pas toute seule ce soir pour le stream. Donc merci Sayanen, merci Chocolani, merci Ben Soussan, merci 64 Olis de m'accompagner durant cette lecture d'une semaine. Je suis vraiment contente et fière qu'on ait réussi à faire ça tous ensemble. Et j'espère que ça profitera à ceux qui écouteront tout ça pour le bac. N'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui font partie de la team Rediff et qui auraient des suggestions de lecture à venir ou des questionnements, etc. J'essaierai de faire de mon mieux pour vous aider, mais comme vous l'avez vu à mes remarques durant le texte, elles étaient assez pauvres parce que j'avais vraiment aucune connaissance de Marguerite Yourcenar. Enfin bref, j'espère quand même que la lecture aurait été plaisante pour vous. Ah, lapsus, franchement. Enfin voilà. Je vais pas m'attarder parce que je suis fort fatiguée. Pourtant, ce stream n'a pas du tout été long. Hein. 1h17, franchement, c'est notre plus court. Mais je pense que toute bonne chose a une fin. Je sais pas encore, Sayanel. En fait, j'ai pas du tout réfléchi à ça. C'est vrai qu'hier, j'avais dit que je m'intéresserais à ça, mais en fait, j'ai pas du tout commencé. Oui, mais j'imaginais que le prochain stream, il commencerait vendredi prochain. Vendredi prochain ou bien vendredi de la semaine d'après. Mais comme on n'est pas loin de la fin du mois de septembre et que c'est le mois d'octobre après et que c'est le mois d'Halloween, je me dis qu'il vaut peut-être mieux faire une pause et commencer en octobre le livre d'Halloween. Donc je sais pas encore ce que je vais faire, mais je vous tiendrai au courant sur Twitch, sur Discord, je pense. Ouais, c'est ça en fait, c'était franchement, on se rend pas compte, mais c'est rude de lire tous les jours et ça fait vraiment un rythme un peu effréné avec le travail à côté. Donc je pourrais pas faire ça tout le temps et franchement je suis assez admirative des gens qui parviennent à le faire. J'essaie de faire de mon mieux pour cette analyse de texte. Je sais que c'était pas l'une de mes meilleures, mais malheureusement je connaissais vraiment rien de cet auteur, donc j'espère que ça aura quand même eu un petit impact pour vous. Et puis pour ceux qui sont juste venus ici pour la curiosité et la découverte, merci d'avoir suivi l'aventure et merci à tous ceux qui se sont abonnés durant cette dernière semaine de stream. Mais en tout cas, je vous tiens au courant sur Discord. Je pense que je vais commencer à réfléchir à ça à partir de lundi, puisque là, dimanche, il y a ma vidéo sur YouTube qui sort, donc il faut que je me concentre sur ça maintenant. Je connais pas du tout cette collection, mais j'ai déjà lu Dracula, donc je me dis que ça serait peut-être cool de trouver un truc d'horreur, de mixer les deux, de trouver un truc d'horreur avec un truc participatif, vous voyez, à choix multiples. Je pense que ça pourrait être vraiment amusant. Donc ça sera pas de la grande littérature, j'en conviens, mais je pense que ça pourrait être vraiment le fun pour vous de pouvoir vraiment participer pleinement. Ah, j'en ai une, mais pas du coup de la collection RBA, mais j'irai jeter un coup d'œil du coup parce que je pense que ça pourrait faire un super cadeau. Désolée si vous entendez fort la télé. Ce soir, mon mec n'est vraiment pas conciliant. Alors, édition Le Chat Noir. Édition des c'est collection RBA. Collection RBA. Noir de peau. Voilà. Ah mais j'ai pourtant modifié le lien Discord, je ne comprends pas. Attendez, je vais revérifier. Si c'est bon. J'étais sur le Discord Sayanel. Je t'ai envoyé un coucou. Trop cute. Bah si tu peux m'envoyer en message le nom du livre dont tu m'as parlé, de la collection RBA, ce serait super cool, comme ça je pourrais... Ah ok. Bon, j'irai vérifier ça alors. Merci pour l'info.
Bon, on reste en contact sur Instagram et sur Discord. Restez connectés ce week-end si ça vous intéresse de voir ma vidéo YouTube. Si vous aimez ce format, je pense que je vais faire un live aussi, comme ça on pourra discuter dans le chat pendant que vous visionnez la vidéo. Si ça vous plaît, ce genre de format, on pourra le faire aussi via YouTube, via un autre canal. Et pour ceux qui n'ont jamais vu mes vidéos, ça sera l'occasion aussi. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end. C'est le week-end du patrimoine, n'oubliez pas. Donc là, il y a plein de trucs gratuits qui pourront être faits ce week-end. Je pense que je vais poster un Reels ou un TikTok de mes visites que je vais faire. Si ça vous intéresse aussi, ça sera sur Instagram ou TikTok, je sais pas encore, parce que j'ai jamais vraiment essayé TikTok. Mais oui, renseignez-vous sur la programmation qu'il y a dans votre ville, ça pourrait être super cool pour vous de découvrir des lieux qui n'ont jamais été ouverts au public. Si je peux vous faire une recommandation, n'hésitez pas à aller visiter l'Académie française avec la bibliothèque Mazarine, c'est hyper sympa et vraiment prestigieux. Je l'ai visité quand j'étais plus jeune et ça m'avait vraiment marqué. Donc moi demain je pense que je vais faire la bibliothèque, attendez, je vais faire la tour Jean sans peur. Bon, c'est accessible au public d'habitude, mais je l'ai jamais faite. Et j'aime beaucoup l'univers médiéval. Et pour rester un peu dans cet univers-là, il y a la bibliothèque d'histoire de l'art que j'aimerais beaucoup visiter et qui n'est pas accessible au public, sauf si vous faites partie de l'école et que vous avez une carte d'histoire de l'art ou d'historien. Et elle est vraiment très belle, n'hésitez pas à aller voir les photos sur internet, ça vaut vraiment le coup. Donc je vais visiter ces deux trucs-là, je pense. Après, je sais qu'il y avait une expo à Pompidou sur la littérature dans l'art visuel et dans l'art, dans notre quotidien. Je sais pas si elle est terminée ou pas, mais si elle n'est pas terminée, je pense que j'irai aussi la voir ce week-end. Donc je vous en parlerai si jamais ça vaut le coup ou pas. Après, moi je suis en région parisienne, donc je peux pas vous parler de ce qui se fait en dehors de la région parisienne. Mais n'hésitez pas à regarder ce qui se fait parce que je pense que vous pourriez avoir de belles surprises et c'est vraiment l'occasion de profiter de ce que votre ville a à vous offrir. Et en plus, tout est totalement gratuit, donc pourquoi ne pas en profiter? En plus, je crois que ce week-end il fait pas beau. Donc franchement, c'est tellement l'occasion d'aller visiter un espace privé et fermé. Ce qui est super cool aussi à faire, c'est les maisons, d'auteurs, etc., mais qui sont jamais ouvertes au public d'habitude. Des fois, il y en a qui sont exceptionnellement ouvertes juste pour la nuit du patrimoine. Si vous êtes un peu fanatique d'un auteur, essayez de regarder si sa baraque elle est pas proche de chez vous, parce que ça aussi c'est super sympa à faire. Bon, sur ce, je vous laisse. Bonne visite à toi demain, Chocolani. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, si pas au mois à octobre, parce que c'est dans pas si longtemps finalement. Ouais, je sais. Après, sans maquillage, j'ai vraiment une tête horrible aussi, hein. Donc c'est aussi, ça me trahit beaucoup plus. Bon, bonne soirée à tous, merci beaucoup d'avoir assisté au stream et à bientôt. Ouais, mais bon, aujourd'hui, j'ai vraiment pas fait d'effort, hein. Rien à foutre. Je me suis dit, c'est le dernier stream, allez. Pyjama, comme à la maison. Mais bon. J'espère que ça va pas imputer vraiment à votre plaisir d'écoute. Bon, je m'échappe. Bonne soirée, Jeanne Morette. Je pensais même pas que t'étais restée jusqu'à la fin du stream. Bisous, dit-elle.